Donc, je suis le docteur Claire Tulane et je travaille au Medipôle en cardiologie. Et avec mon collègue, le docteur Max Carré, on va vous parler du traitement percutané des valvulopathies. Donc c'est un sujet qui est important pour nous parce que les valvulopathies, ce sont des pathologies qui sont fréquentes et surtout qui touchent des sujets de tout âge. On prend vraiment en charge des enfants jusqu'à des patients très âgés et ce sont des pathologies qui sont responsables d'une morbimortalité importante. Pendant longtemps, on avait les seules options thérapeutiques dont on disposait, c'était le traitement médical, qui concrètement, c'est du traitement symptomatique, on n'a pas de traitement curatif médical, et on avait la chirurgie conventionnelle de remplacement valvulaire, que ce soit par bioprothèse ou par prothèse mécanique, qui nécessite une sternotomie, une CEC, une anesthésie longue, donc des gestes assez lourds. Depuis quelques années, on voit se développer des interventions percutanées pour régler ces problèmes de valvulopathie et ça nous a ouvert pas mal de possibilités, notamment soit de traiter des patients qui étaient contre-indiqués à la chirurgie cardiaque, soit du fait de leur âge, soit du fait de leur comorbidité. Et dans d'autres cas, ça nous permet d'attendre avant d'opérer nos patients et d'éviter un remplacement valvulaire chirurgical précoce chez des sujets jeunes. Donc des techniques percutanées, il en existe plusieurs, ça se développe pas mal ces dernières années. Et nous, on a choisi de vous parler plutôt du rétrécissement aortique et du rétrécissement mitral, parce que ce sont des pathologies qu'on voit très régulièrement. Et en plus, le rétrécissement mitral rhumatismal, c'est quelque chose qu'on voit particulièrement en Calédonie. Et puis ça va nous permettre aussi de vous parler un petit peu de l'expérience calédonienne, puisque le traitement percutané du rétrécissement aortique, donc le TAVI, et la CMP, qui est le traitement percutané du rétrécissement mitral, ce sont des interventions qu'on a pu pratiquer sur le territoire au cours des missions de chirurgie. C'est le docteur Carré qui vous présentera les aspects techniques. Donc pour commencer à vous parler du rétrécissement aortique, il s'agit de la valvulopathie acquise la plus fréquente du sujet après 65 ans. On voit avec le vieillissement de la population de plus en plus de rétrécissement aortique serré symptomatique, ce qui fait qu'on aura de plus en plus d'indications chirurgicales. De façon logique, c'est l'indication la plus fréquente de remplacement valvulaire chirurgical. La cause principale, et vraiment de loin la plus fréquente, c'est la cause dégénérative. Donc c'est le cas classique du rétrécissement aortique calcifié du sujet âgé. Lorsqu'on a des rétrécissements aortiques chez des sujets plus jeunes, on va penser à la bicuspidie aortique, qui est une anomalie congénitale. Normalement, la valve aortique, elle a 3 feuillets. L'anomalie congénitale de la bicuspidie, il n'y en a que 2, et ce sont des valves qui s'abîment beaucoup plus rapidement. Et on arrive encore à avoir des rétrécissements aortiques rhumatismaux, mais c'est beaucoup plus rare. Donc le remplacement valvulaire chirurgical, ça a été longtemps le seul traitement efficace disponible. C'est une chirurgie qui marche plutôt bien, qui a quand même une mortalité de 2 à 3% pour un remplacement valvulaire aortique isolé chez un sujet qui a un risque opératoire pas trop élevé. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'âge, la mortalité, elle augmente rapidement et de façon importante, puisqu'on atteint 9 à 10% après 80 ans. La mortalité, elle augmente aussi s'il y a plusieurs gestes associés, c'est-à-dire que s'il y a une autre atteinte valvulaire, s'il y a des pontages à faire, s'il y a des patients qui ont déjà été opérés du cœur, en cas d'insuffisance cardiaque et en cas de comorbidité importante. Ce qui fait que finalement, on a une pathologie de plus en plus fréquente qui touche des sujets de plus en plus âgés et on se retrouve avec un nombre non négligeable de patients qui étaient contre-indiqués à la chirurgie et chez lesquels on n'avait pas vraiment de recours thérapeutique. Et donc c'est dans ce contexte que le TAVI est né. Donc très rapidement, il s'agit d'un remplacement de la valve aortique par voie percutanée, c'est-à-dire qu'on passe par voie artérielle fémorale, on remonte jusqu'à la valve aortique où on va impacter la valve, mais ça le docteur Carré vous le précisera mieux tout à l'heure. Donc ça permet d'éviter la circulation extracorporelle, la sternotomie, et ça se fait dans la grande majorité des cas sous anesthésie locale. Et il faut savoir que c'est un Français qui a développé la technique, c'est le professeur Cribillet, qui a réalisé la première implantation en 2002. Alors rapidement pour le diagnostic du rétrécissement aortique, il se fait en échographie transthoracique. On a très peu recours à l'ETO pour le RA. On va mesurer un gradient transvalvulaire, donc entre le ventricule gauche et l'aorte, et on va retenir comme cutoff les 40 mm de mercure de gradient moyen. Et puis on va estimer une surface, et donc on dit que le RA est serré en dessous d'1 cm² ou 0,6 cm² par mètre carré. Alors j'espère que les vidéos vont se lancer. Hop. Alors en fait ici ce que vous voyez c'est une coupe parasternale grand axe en ETT. Là on a la valve aortique. Normalement les feuillets sont fins
il s'ouvre de façon voilà, complète, importante. Là, ce qu'on voit ici, hop, je vous la remets, ou pas, c'est que en fait, voilà, on voit un amas calcaire et visuellement, c'était une toute petite ouverture. Ce qu'on va voir aussi donc, sur la coupe petit axe ici, où en fait, on a juste cette partie-là qui s'ouvre. Donc, on arrive bien à comprendre que le rétrécissement est serré. L'indication opératoire, elle va être retenue chez le sujet symptomatique. Donc les symptômes du RA serré, c'est l'angor, la dyspnée, syncope, poussée d'insuffisance cardiaque. Mais on peut aussi être amené à opérer des sujets asymptomatiques s'ils ont une épreuve d'effort pathologique, si on a une progression rapide des paramètres en échographie, ou si il apparaît une dysfonction ventriculaire gauche imputable au rétrécissement. Donc une fois l'indication au moins théorique posée, l'indication chirurgicale théorique posée, on va donc se placer de savoir ce qu'on va faire un TAVI ou une chirurgie conventionnelle. Et donc pour ça, il faut qu'on stratifie le risque opératoire pour pouvoir classer nos patients en 3 catégories. Catégorie donc risque opératoire faible, intermédiaire ou élevé. Pour ça, on cède des antécédents, des comorbidités, on prend en compte l'âge. On cède de scores de morbimortalité, notamment l'Euroscore 2, le score STS. Puis aussi, on va regarder si les techniques sont réalisables, parce qu'un TAVI, c'est moins invasif qu'une chirurgie conventionnelle, mais ça nécessite quand même des conditions anatomiques, notamment au niveau des voies d'abord artérielles, qu'il faut qu'ils soient favorables. Et donc, parfois, ça va être une grosse limitation. Et donc, pour résumer, pour faire assez schématique, la chirurgie conventionnelle, ça reste le traitement de référence du rétrécissement aortique du sujet jeune, donc du sujet de moins de 75 ans en tout cas, qui est à faible risque opératoire. Là, on ne se pose pas trop la question, on envoie directement les patients en chirurgie. Les indications du TAVI, ça va être réservé, pour l'instant en tout cas, au sujet de plus de 75 ans, au risque opératoire élevé et même maintenant au risque intermédiaire, ou alors, quel que soit l'âge, aux patients qui sont contre-indiqués à la chirurgie cardiaque. Donc, par exemple, les insuffisants respiratoires chroniques, les patients qui ont des aortes porcelaines, donc des aortes qui ne peuvent pas être clampées et donc pas de circulation extracorporelle possible. Et donc là, on pourra proposer le TAVI, entre guillemets, quel que soit l'âge. Là, je vais aller très vite, c'est la diapositive des recommandations de l'ESC 2017 qui reprennent finalement en fait toute la stratégie. Donc dès qu'on a posé l'indication chirurgicale, on va se réunir en heart team, donc vraiment le staff multidisciplinaire qui va réunir cardiologue, chirurgien cardiaque, anesthésiste, gériatre, et on prend la décision en heart team de savoir vers quoi on dirige nos patients. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit. Pathologie très fréquente qui augmente avec le vieillissement de la population. Et donc aujourd'hui, on a vraiment ces 2 stratégies thérapeutiques avec des très bons résultats du TAVI. De toute façon, une décision opératoire qui est toujours prise en heart team. Et on va voir probablement les indications du TAVI se développer et être plus larges au cours des prochaines années. Donc un mot maintenant du rétrécissement mitral. Donc là, on se place dans une catégorie de patients complètement différente, puisque c'est surtout une pathologie du sujet jeune. Dans la grande majorité des cas, le rétrécissement mitral, il va être rhumatismal, donc post-RA. Et donc on peut voir vraiment des enfants, des jeunes adultes, on en voit beaucoup en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et dans les pays du Maghreb. Par contre, ça a tendance à disparaître dans les pays industrialisés. Donc en métropole, c'est des choses qu'on ne voit plus trop. Le diagnostic, là aussi, il se fait en échographie transthoracique. Et nous, on va rechercher les atteintes typiques du rhumatisme. Donc la valve mitrale, elle est composée d'un appareil valvulaire qui comprend 2 feuillets qui se rejoignent par 2 commissures, une antérieure et une postérieure, et l'appareil sous-valvulaire qui comprend les cordages, les piliers. Et donc l'atteinte rhumatismale, elle touche toutes les structures. Donc nous, c'est important qu'on étudie bien tout. Et globalement, on va rechercher un épaississement des feuillets. Normalement, c'est quelque chose de très fin, de souple, qui a une mobilité importante. Alors que là, on peut voir sur la vidéo qu'en fait, on a des structures très épaisses. Là, on ne voit même plus la valve s'ouvrir. Et donc, on a ce qu'on appelle un mouvement restrictif, avec une valve qui ne s'ouvre plus. On va rechercher la fusion des commissures, qui est une lésion caractéristique du RAA, et le degré de calcification. Les critères de sévérité en échographie, donc c'est un peu finalement par analogie au RA, on va essayer de mesurer une surface. Donc la technique de référence, c'est la planimétrie. Donc c'est-à-dire que simplement, on va mesurer ici l'ouverture de la valve mitrale, qui sur cette diapo est à 0,9 cm², donc très serré. On va également mesurer un gradient transvalvulaire qui va être donc significatif au-delà de 10 mm de mercure.
L'indication chirurgicale va être retenue, bien sûr, quand on a les critères échographiques de sévérité, chez les patients symptomatiques, donc essentiellement dyspnée. Et très souvent en Calédonie, on les voit arriver au stade de l'insuffisance cardiaque, donc des hospitalisations, des patients qui sont d'emblée graves. Et aussi, une des circonstances de découverte assez fréquentes, c'est un premier accident thromboembolique, notamment les AVC, de par la fibrillation auriculaire aussi. Et donc, on peut être aussi amené à opérer des patients asymptomatiques s'ils ont une HTAP de repos ou une HTAP d'effort démasquée sur les échos d'effort. Donc, une fois l'indication chirurgicale posée, là aussi, on va se poser la question de la technique chirurgicale conventionnelle ou de la commissurotomie mitrale percutanée, qui, entre guillemets, simplement consiste à ouvrir un ballon à l'intérieur de la valve pour la réouvrir. Mais là, finalement, la problématique, elle est complètement différente du rétrécissement aortique, où finalement le TAVI a été développé pour pouvoir traiter des patients qui étaient contre-indiqués à la chirurgie, à la base, alors que la commissurotomie mitrale percutanée, ça va vraiment être une solution pour nous qui, quand elle marche bien, permet vraiment de donner du temps aux patients avant d'être opérés, parce qu'on sait que dans l'atteinte rhumatismale, les atteintes valvulaires sont tellement importantes qu'un jour ou l'autre, les patients devront être opérés. Mais plus on les opère tard, moins on les expose aux accidents des anticoagulants. Comme ce sont des patients jeunes, on va très souvent leur mettre des valves mécaniques. Donc accident des anticoagulants, qui soient hémorragiques ou thromboemboliques quand c'est mal conduit. Le risque d'endocardite infectieuse aussi, qu'on voit beaucoup. Les réinterventions pour dysfonction de prothèse. Et chez la femme jeune qui désire avoir des enfants, on va être amené à mettre souvent des valves biologiques pour leur permettre d'avoir une grossesse. Mais les valves biologiques ont une durée de vie limitée et donc on est certain qu'on va devoir les réopérer et probablement plusieurs fois au cours de leur vie. Donc plus on les opère tard, mieux c'est. Et donc on va essayer d'étudier la faisabilité de la CMP, puisque là encore, il faut une anatomie valvulaire vraiment compatible pour espérer avoir un bon résultat et surtout un résultat qui va durer. Donc on va s'aider de plusieurs scores, mais qui sont en fait qui reposent sur les mêmes choses. C'est surtout l'étude de la mobilité, de l'atteinte de l'appareil sous-valvulaire, l'épaississement, de l'appareil valvulaire aussi, et le degré de calcification. Et en fait, en additionnant les points, on sait que si on a un score de Wilkins supérieur à 8, on va avoir une anatomie peu favorable à la CMP. Et donc, à ce moment-là, on va directement diriger nos patients vers la chirurgie. Bon, ça, c'est un peu la même chose. Alors, une fois qu'on pense en tout cas que c'est faisable, il faut aussi rechercher les contre-indications formelles. La principale étant le thrombus intra-auriculaire gauche ou intra-oreillette gauche. C'est pour ça que systématiquement, avant une CMP, quelques jours avant, on fait une ETO pour s'assurer de l'absence de thrombus. On comprend bien que comme on va gonfler un ballon à l'intérieur d'une structure pour la réouvrir, cette structure ne doit pas fuir à la base, parce que sinon on s'expose à probablement une fuite très importante. Donc on aura réglé le problème du rétrécissement, mais on aura une fuite importante après, donc c'est pas vraiment le but. Et on sait qu'en absence de fusion commissurale ou en présence de calcification sévère, on n'aura pas de bons résultats, donc c'est pas la peine de proposer la CMP. Et bien sûr, s'il y a plusieurs valvulopathies, une atteinte rhumatismale qui touche plusieurs valves, des pontages à faire, à ce moment-là, on fait tout en même temps en chirurgie. Donc là encore, hein, c'est la diapositive des recommandations de l'ESC 2017 qui résume un petit peu tout. Et donc pour conclure sur le rétrécissement mitral, pathologie très fréquente en Nouvelle-Calédonie qui touche les sujets jeunes, de cause rhumatismale principalement, et qu'on découvre malheureusement souvent soit au cours d'un premier accident thromboembolique, soit au cours d'une poussée d'insuffisance cardiaque. Le choix de la CMP, donc de la technique percutanée, va être à privilégier en première intention, sous réserve d'avoir une anatomie favorable et donc une étude rigoureuse en ETT et en ETO. Et à ce moment-là, la chirurgie de remplacement valvulaire sera réservée aux anatomies non favorables. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis je vais passer la parole à mon collègue, le docteur Carré, pour la suite. Bonjour à tous et à toutes. Merci Claire pour la présentation des valvulopathies. Merci aux organisateurs du congrès. C'est toujours hyper agréable de pouvoir se rencontrer, découvrir diverses choses sur des spécialités qu'on connaît plus ou moins en fonction de sa spécialité. Alors moi je vais vous parler du côté un peu technique des traitements des valves. Alors pour ça, la technique de référence, c'est la chirurgie cardiaque. Et on voit que la chirurgie cardiaque, sur cette diapositive, c'est quelque chose qui existe depuis pas très très longtemps. Ça a explosé au 19e, 20e siècle. Et
on opérait principalement des malformations cardiaques et le rétrécissement mitral a été la première valve à être opérée dans les années, vous voyez, 1925-1948. À noter que le remplacement des valves, les chirurgies cardiaques des malformations sont venues avant l'existence des pontages. Donc c'est vraiment la naissance de la chirurgie cardiaque. Donc sur cette diapositive, on voit la vue chirurgicale du cœur avec les 4 valves anti-reflux qui sont ouvertes, qui se ferment. Et puis sur l'image de droite, vous avez le rétrécissement mitral en bas à gauche avec un orifice mitral qui ne s'ouvre pas du tout par rapport à la première diapositive et un rétrécissement aortique qui est la valve juste au-dessus qui ne s'ouvre pas bien par rapport à la deuxième image. Les premières techniques chirurgicales, c'était ça. C'est-à-dire, c'est rétréci, et on met le doigt dedans et puis on essaye de réouvrir pour avoir un diamètre d'orifice de sortie plus important. Donc ça, c'est les prémices de la chirurgie valvulaire. Donc il y en a qui ont essayé de mettre des coups de bistouri pour essayer d'avoir une valve plus ouverte sans avoir une grosse fuite. Donc ça, c'est les années 1920. Par la suite sont arrivés les valves, les remplacements valvulaires. Donc là, on met une prothèse. Il y a plusieurs types de prothèses, mais on arrive tout de suite là dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc c'était réservé uniquement aux chirurgiens cardiaques. Les chirurgiens cardiaques collaborent avec les cardiologues et maintenant on est copains et parfois moins copains parce que on s'est dit que pourquoi ouvrir pour traiter. C'est-à-dire que dilater un rétrécissement d'une valve mitrale au doigt, ça demande une circulation extracorporelle, une sternotomie, une anesthésie très lourde, une durée d'hospitalisation qui est au moins d'une semaine, voire 2, voire 3, avec une cicatrice qui fait tout le thorax. Et est-ce qu'on peut faire la même intervention sans ouvrir? Eh bien oui. Donc ça, c'est les années 80, avec un japonais qui s'appelait Inoue, qui a inventé ce ballon que vous avez en bas à droite. Ça, c'est les tests au début. Ils ont essayé avec 2 ballons parce qu'en fait, la valve mitrale, elle n'est pas tout à fait ronde. Elle s'ouvre en bouche de poisson. Donc, ils ont essayé de conserver une anatomie en gonflant 2 ballons en même temps, en utilisant des prothèses, etc. Mais ce qui marche le mieux et ce qu'on utilise toujours à l'heure actuelle, c'est ce ballon d'Inoue, qu'on fait sous anesthésie générale, au bloc, avec un abord veineux. Et les patients rentrent à la maison 48 heures après. Vous avez sur cette vidéo le principe de l'intervention, qui est très simple en fait. Donc pour la valve mitrale, qui est en fait une valve entre l'oreillette et le ventricule, on passe par la veine. Donc dans la veine, on n'a pas de problème de taille, on arrive à passer du gros matériel. On vient transpercer le septum interatrial, qui est un petit trou, qui est une paroi avec un petit trou intérieur. On franchit la valve et on vient gonfler un ballon comme ça. Tout ça, ça se fait sous examen de radioscopie, donc avec des rayons, et aussi avec nos collègues échographistes qui, en échographie transœsophagienne, nous disent si on est bien placé, si le ballon est stable, s'il faut remettre un deuxième coup de ballon, s'il faut gonfler plus fort, etc. Donc ça, c'est une intervention qui dure moins d'1 heure, contrairement à une chirurgie cardiaque où, pour un remplacement d'une valve mitrale, il faut compter entre 2 et 4 heures. Et les suites, vous imaginez bien qu'elles sont beaucoup plus simples. Donc, tant qu'on peut le privilégier, on le fait. Ici, ça représente quoi? Donc, comme a dit Claire, on est endémique de rétrécissement mitraux, contrairement à la métropole, surtout dû au rhumatisme articulaire aigu, qui est la principale étiologie. Alors, il y a eu 7 missions de chirurgie cardiaque, parce que c'est une intervention qui se fait idéalement, selon les instances, avec des autorisations en métropole, dans un centre de chirurgie cardiaque. Malheureusement, on n'a pas le volume en Nouvelle-Calédonie pour garder une circulation extracorporelle, une activité de chirurgie cardiaque H24 toute l'année. C'est pour ça que les missions ont été développées pour pouvoir traiter les Calédoniens sur le territoire et éviter les évassanes. Et on est donc à 7 missions depuis la première qui date de janvier 2018. Et vous voyez les chiffres, hein, c'est-à-dire que je vous ai mis environ, parce que je n'ai pas regardé tous les dossiers en détail, il y en a qui ont eu une valvuloplastie, puis un remplacement, mais il y a une vingtaine de patients qui ont été traités par cette technique, par nos soins, au CHT, parce qu'il y avait la chirurgie cardiaque. Donc nous, on est formés pour pouvoir le faire, on se forme en continu pour pouvoir le faire, mais on a besoin de cette chirurgie cardiaque sur place
pour être dans les clous au niveau légal, et s'il y a une complication, pouvoir assurer derrière. Donc ces missions, elles ont été faites avec l'Institut Mutualiste de Montsouris, qui est un hôpital parisien avec une grosse expérience de cardiologie interventionnelle. Ils viennent opérer en chirurgie cardiaque les patients qui ont besoin de remplacement conventionnel, sternotomie, pontage, tout le machin. Et nous, on est dans la salle à côté et on fait les interventions percutanées qu'on a le droit de faire à ce moment-là. Pour le rétrécissement aortique, donc le traitement dont vous a parlé Claire, c'est le TAVI, ça veut dire cathéter aortic valve implantation. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met une valve sans ouvrir. Donc là, pareil, on passe par un abord vasculaire, on passe par l'artère, contrairement au rétrécissement mitral où on passe par une veine. Et là, l'artère, par rapport à la veine, il y a des conditions qui sont un petit peu plus imprévisibles, c'est-à-dire que le matériel qu'on passe pour pouvoir aller remplacer la valve fait désormais la taille de mon index. Les premières prothèses faisaient la taille de mon pouce. Donc toutes les artères fémorales de nos patients, qui plus est âgés, n'ont pas un calibre nécessaire pour pouvoir passer par l'artère fémorale, mais ça ne nous refroidit pas trop. On peut passer aussi par les artères carotides, on peut passer aussi par les artères sous-clavières, et on peut même transpercer le cœur sans faire de CEC, sans faire de grosses ouvertures du thorax, pour aller remplacer la valve directement. Donc c'est M. Cribier, un Rouennais, qui a créé cette valve, avec une histoire de cardiologie interventionnelle qui est à l'heure actuelle une référence. Personne n'y croyait, et en fait ça a évolué, et maintenant les résultats sont bons. C'est-à-dire que le TAVI, pour qui on a vu qu'au début, c'était les patients qui étaient contre-indiqués à la chirurgie, forcément, on n'avait rien d'autre à leur proposer. Mais on voit que les résultats, d'après les études, ça prend toujours du temps, ça a besoin d'être checké, on voit que les résultats sont aussi bien que la chirurgie à cœur, entre guillemets, ouvert. Sauf que, aussi bien en termes de résultats sur le long terme, mais par contre, vous avez une durée d'hospitalisation qui est plus courte, beaucoup moins invasif, pas de cicatrices, et puis, du coup, un bénéfice pour le patient en termes de morbidité impressionnante, et puis en termes de coût aussi, une durée d'hospitalisation qui est bien plus courte. Donc, ça, c'est le matériel qu'on utilise. Il y a plein de types de valves qui ont été développés, c'est des prothèses, des prototypes. Vous avez sur la diapositive, sur l'image de gauche, la technique où on passe par l'aorte, donc on passe par le vaisseau à contre-courant, et l'autre, juste à côté, où on transperce le muscle cardiaque pour aller mettre la valve. Ça, c'est une intervention qui, en termes de fréquence, est plus rare. Donc ça fait cette taille à peu près, une valve aortique. Alors pareil, une petite vidéo pour vous montrer comment on fait. Donc la valve aortique, c'est la valve qui se situe entre le cœur et l'aorte. Donc c'est la valve qui est la plus facile à traiter par voie artérielle. Du coup, c'est la première qu'on vient voir quand on passe par les artères. Donc quand on fait de la coronarographie, on est au quotidien au contact de cette valve pour travailler. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe par l'artère fémorale, mais on peut passer par une autre artère. On vient monter un petit fil. Ce petit fil qu'on vient remonter du coup à contre-courant jusqu'au cœur. On franchit le rétrécissement aortique qui fait moins d'1 cm², donc ça demande un peu de dextérité et de patience. Et sur ce fil qui fait office de rail, on peut venir monter notre matériel au travers de la valve. Alors dans la vidéo que vous avez ici, on met un coup de ballon, mais il y a des valves désormais qu'on ne prédilate pas. On ne met pas de coup de ballon, mais directement la prothèse à l'intérieur de la valve qui s'est rétrécie. Donc on vient la craquer, et en fait à l'intérieur on vient mettre une nouvelle valve. C'est que des bioprothèses, c'est-à-dire c'est des valves avec du tissu organique qui vient de bœuf ou de cochon, qui ont des durées de vie qui sont similaires aux valves standards. Donc avec un gros cathéter là, qui fait la taille de mon index, après avoir choisi la taille de la valve, bien regardé, etc., on vient placer la valve. En fonction du type de valve, on vient arrêter le cœur quelques secondes et le faire repartir, bien entendu, et on implante la valve. Ce qui permet finalement d'avoir une nouvelle valve dans l'ancienne. Donc vous avez les deux prototypes qu'on utilise le plus à l'heure actuelle, avec des
systèmes de déploiement qui sont un petit peu différents, une formation qui nécessite une expérience pour chaque type de valve. C'est une formation qui se fait par compagnonnage, hein, vu que c'est une technique qui est récente. Il y a des praticiens justement à Montsouris qui ont une grosse expérience, qui sont entre guillemets des professeurs de... Ça marche plus. Ah, si. Des professeurs qui vont dans tous les centres en métropole pour pouvoir faire les interventions avec les collègues cardiologues interventionnels pour qu'ils puissent le faire derrière. Et c'est le cas chez nous. Donc il y a deux types de valves. Vous avez l'image qu'on a en radioscopie sous rayon, hein, c'est quand on fait de la coronarographie, c'est une procédure qu'on fait sous rayon, sous anesthésie locale, donc avec une sédation légère. Ça se passe bien. Et juste pour vous montrer la petite image à droite, on n'arrête pas tout à fait le cœur. En fait, on met un pacemaker externe et on vient le faire fibriller le temps de l'implantation de la valve. Comme ça, quand on met la valve, le cœur n'éjecte plus de sang et ça permet de la stabiliser pour pouvoir l'implanter. Comment ça se passe? Où est-ce qu'il faut le faire? Alors, comme l'a dit Claire, c'est quelque chose qui ne se décide pas comme ça dans son coin. C'est une décision de prise en charge qui se fait avec... tous les praticiens qui participent à la décision, c'est-à-dire du cardiologue au médecin généraliste, au gériatre, vu qu'on s'adresse à une population âgée, au chirurgien cardiaque, et on propose la technique soit par sternotomie, soit par percutanée, qui semble la mieux sur le long terme. La tendance actuelle, c'est que les études montrent que cette technique marche bien, marche très bien, et on ne va pas la réserver. Pourquoi la réserver qu'aux patients qui sont contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle si ça fait aussi bien? Donc les études sont en cours pour que le TAVI, donc le remplacement sans ouvrir, se fasse à des gens de moins en moins âgés, de moins en moins à haut risque. Et peut-être que dans l'avenir, en tout cas c'est l'objectif de la cardiologie interventionnelle, c'est de pouvoir faire aussi bien que la chirurgie conventionnelle, mais pour tout le monde. Donc on n'en est pas encore au bas risque, mais les risques intermédiaires, c'est déjà d'actualité. On remplace des valves à des gens de moins de 75 ans par cette technique-là. Donc ça se fait où? Ça se fait en salle de cardiologie interventionnelle. Il faut des rayons. Il faut, là aussi, comme le rétrécissement mitral, il faut, au niveau du cadre légal, avoir un centre de chirurgie cardiaque sur place. C'est ce qu'on voit toujours dans l'histoire de la cardiologie interventionnelle. Les premières coronarographies, les premières angioplasties coronaires étaient faites en centre de chirurgie cardiaque. Et avec l'expérience, maintenant on a le droit de mettre des stents sans centre de chirurgie cardiaque. Et c'est ce qu'on espère tous, que l'avenir aille dans ce sens. Qu'on puisse mettre ces valves, faire ces interventions sans avoir un chirurgien cardiaque dans le centre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, par rapport au rétrécissement mitral, là vous avez les chiffres, ça représente un volume quand même assez conséquent. C'est-à-dire que, mine de rien, 35 patients ont été traités au CHT, et mine de rien, il y en a quand même 13 qu'on a envoyés pour cette intervention, donc sans chirurgie cardiaque, par des cardiologues interventionnels, sans ouvrir. Il y en a 13 qu'on a envoyés en Evassan parce qu'ils ne pouvaient pas attendre une démission et parce que là, à l'heure actuelle, avec le Covid, on n'a pas pu réaliser la dernière mission qui était prévue. Donc oui, il y a 6 patients qu'on a envoyés en février. Depuis février 2020, qu'on a envoyés en Australie ou en métropole pour avoir cette intervention, alors qu'on est formé pour la faire, qu'on est capable de la faire, mais qu'on n'a pas la chirurgie cardiaque sur place pour encadrer le cadre légal. Donc ça se discute, surtout en Nouvelle-Calédonie. Ce cadre légal, est-ce qu'il faut essayer de faire en sorte de pouvoir être un peu comme une exception? C'est des projets qui se discutent et c'est, je pense, un chemin de recherche pour pouvoir traiter des patients calédoniens sans faire des Evassan à chaque fois. Donc on vous a montré le rétrécissement mitral, le rétrécissement aortique. Les valves, c'est des clapets. Donc là, on vous a montré le traitement qu'on faisait en cardiologie interventionnelle pour des rétrécissements, mais on traite aussi les fuites. Donc je passe très rapidement dessus parce que les techniques sont plus complexes. Il n'y a pas eu encore de patients calédoniens qui ont été traités pour des fuites en dehors de quelques exceptions. Mais vous avez sur cette diapositive, en haut à gauche,
l'implantation de prothèses dans la valve mitrale. Mais vu que la valve mitrale, elle n'a pas tout à fait une forme circulaire, il faut qu'il y ait soit des grosses calcifications pour pouvoir accrocher la prothèse, soit remettre une valve sans ouvrir dans une valve qui a déjà été mise par sternotomie. Donc ça fait des couches de valves, mais on le fait. Ce que vous avez en haut à droite, c'est une technique chirurgicale qui existait au début pour réduire les fuites. Donc si vous avez une grosse fuite avec deux valves qui ne se touchent pas, deux feuillets qui ne se touchent pas, la technique c'est de faire un point entre les deux valves pour qu'il y ait deux petites fuites au lieu d'une grosse fuite. Et bien maintenant on a le matériel et les techniques pour pouvoir le faire sans ouvrir. Donc c'est le Mitra Clip, on met des petits clips qu'on vient accrocher sous radioscopie et puis échographie pour pouvoir diminuer les fuites. Il y a aussi tout ça qui se développe, c'est-à-dire que en bas à gauche vous avez le clip qu'on met pour la valve mitrale, mais il y a d'autres techniques où on vient sans ouvrir, pareil, en passant par la veine, en passant par une artère, plutôt par la veine pour ces techniques-là, sous examen de radioscopie, éventuellement sous anesthésie locale, avec une durée d'hospitalisation toujours raccourcie, une lourdeur de l'intervention toujours moindre par rapport à la chirurgie. On vient mettre des petits points qu'on vient visser, des encres, autour de la valve, et on tire sur un fil pour pouvoir réduire la taille de la valve. Alors tout ça, c'est pour vous montrer que finalement, la cardiologie interventionnelle, c'est une spécialité où on est issu, on vient de la chirurgie cardiaque, mais que petit à petit, le chirurgien cardiaque nous aime de moins en moins parce qu'au niveau des actes qu'il réalise, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est la même chose, mais sans ouvrir, avec une durée d'hospite plus courte et un bénéfice finalement pour tout le monde de façon plus importante. Voilà, tout ça pour finir et vous dire que en Nouvelle-Calédonie, les problématiques concernant la cardiologie interventionnelle sont un peu différentes par rapport à la métropole, qu'on est éloigné, que les premiers centres de chirurgie cardiaque, quand on n'a pas l'émission, c'est l'Australie pour les urgences et la métropole pour le programmer, ou l'Australie quand on les programme là-bas, qu'on n'a pas le volume à l'heure actuelle en Calédonie pour pouvoir avoir un centre de chirurgie cardiaque sur place, et que les techniques que je vous ai montrées, elles sont faisables, pas forcément avec une chirurgie cardiaque sur place, mais surtout, pour le moment, on ne peut pas les faire parce qu'on n'a pas le droit. Et pas le droit, c'est pas qu'une question de risque et de technique médicale, mais c'est tout l'environnement administratif qu'il y a autour. Et on est convaincu qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas accès dans les délais ou de façon satisfaisante à ces techniques-là, à cause de ce cadre légal qui nous impose de ne pas pouvoir le faire. Et on n'est pas comme en métropole, on est loin, donc peut-être qu'il y a un travail à faire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir tous ensemble sur faire une exception, peut-être pour la Nouvelle-Calédonie, et pouvoir traiter les patients, peut-être pas tous, mais en tout cas, pouvoir traiter certains patients par ces techniques qu'on peut faire ici, sans chirurgie cardiaque, et éviter des évassanes, et éviter des délais d'attente, etc. Voilà, je vous remercie.